J'en reviens à cette Hollande mystérieuse. Et je vais faire une astuce simple pour montrer Eda et pour montrer Claes, qui a été son influence principale. Peter Claes, on est en 1623 jusqu'en, vous voyez, 1650. On est en plein XVIIe siècle hollandais qui va se développer avec cette richesse dont j'ai parlé, avec cette profusion d'objets, et aussi avec ce marché de l'art, des galeries, des marchands, puisqu'on va commencer non plus à avoir des commanditaires, mais vraiment ce qui ressemble au marché de l'art d'aujourd'hui, c'est-à-dire des tableaux sur petits panneaux de bois. La toile a été inventée en même temps, mais il faut se rappeler une chose toute mignonne, c'est que les maisons hollandaises sont petites et on a donc plutôt des petits formats. Il y a encore des systèmes de commande importants, mais l'arrivée du marché, c'est le fait que, puisqu'il y a des richesses de gens qui peuvent acheter des œuvres à l'identique, comme souvent dans la classe sociale cherche à copier celle qui est au-dessus d'elle, les bourgeois veulent aussi une peinture comme celle que les aristocrates peuvent se payer, ou comme des guildes regroupées peuvent se payer et commander. Là aussi, hein, Peter Greenaway, c'est le Goltzius, qui est une merveille. Euh, et ces peintures-là vont être fabriquées par les artistes sans connaître le commanditaire, exposées dans des lieux qui sont des galeries, pour être achetées par ceux qui découvrent ça. Et donc, on va avoir le début de la peinture de genre, officiellement. C'est pour ça que c'est mon deuxième gros morceau sur trois. On est passé de comment l'objet, par le symbole, finissait par devenir intéressant, et puis on va voir maintenant comment il se détache d'être symbolique. Il y a toujours la prouesse de l'artiste et le signe du temps qui passe, notamment avec des choses très très codifiées, puisque les peintres vont se spécialiser, peintre de paysage, peintre de marine. Je cite toujours le merveilleux Paulus Potter, peintre de paysage avec vaches. Et chez Eda, si on va vite, si vous vous promenez dans les musées flamands, hollandais, Amsterdam, Rotterdam, je peux aller vite et revenir après dessus, c'est que on a toujours les mêmes objets. Vous voyez ce verre qui est reconnaissable très souvent, le plateau basculé, le principe du citron en zeste. Et pour le dire avant que vous l'ayez dit, c'est beau et très chiant. C'est-à-dire, c'est une merveille de savoir-faire. Et je dis chiant, pas pour être vulgaire et péjoratif, mais parce que c'est c'est tellement bien fait que t'en as vu un, t'en as vu 10, c'est-à-dire cette profusion est fatigante, en fait, de moyens montrés. Et donc, je voudrais un peu tricher parce que il y a chez Eda ce savoir-faire virtuose du jeu des transparences, du jeu des brillances, du jeu de l'éphémère, vous voyez, des objets qui toujours, il va y avoir des codes très tôt, hein. La table dépasse, l'assiette dépasse de la table, ou le couteau en profondeur sort pour donner cet effet de caverne qui fait d'ailleurs que en espagnol, il y a un mot un peu équivalent sur la nature morte, c'est-à-dire on a l'impression d'un objet qui est dans son étagère, un peu, qui a l'air de sortir, qui réunit ce savoir-faire illusionniste et qui fait qu'on croit que c'est vrai, et qui va ajouter au côté réflexion sur l'éphémère. Là, quelque chose s'est cassé. L'huître qui, en effet, c'est une plaisanterie, mais c'est quand même bien parce que ça symbolise le temps qui passe, la fraîcheur. C'est quand même pas parce que c'est facile à peindre, hein, ça ressemble à rien. C'est la laitance, la brillance, la forme, la coquille. La coquille, je veux dire, les moules, c'est plus facile encore, hein, et c'est pas commode, je vous le garantis. Tout un jeu de composition sobre, toujours un fond, une lumière qui vient du même côté. Voilà, un jeu de décalage qui accentue la frontalité. On a toujours un arrière-plan unique, fond uni, plateau de table,
avant-plan encore qu'on va retrouver chez Morandi plus tard, presque abstrait, entre guillemets, c'est-à-dire si on regarde les blocs rapidement, on a bloc devant, en bas, devant, en bas, devant, en bas, devant, en bas, on a toujours un clair, un foncé. Et quand on regarde le détail, on a évidemment un rendu lié à l'art du peintre extraordinaire, qui me fait penser, je faisais une conférence hier à l'hyperréalisme, évidemment, hein, c'est américain, c'est-à-dire une espèce de virtuosité de montrer qu'on est capable de faire ça, et évidemment de faire à la fois le brillant et le mat, à la fois le qui dure longtemps et le qui s'arrêtera bientôt, voilà. À la fois évidemment le maigre et le abondant, puisqu'on est encore toujours dans les symboles religieux, on est dans la façon dont on va se nourrir. Celui qui fait la bascule sur l'objet lui-même, j'y viens juste après, c'est Chardin. Si Chardin est un génie, c'est pas seulement de la peinture et du XVIIIe siècle et des peintres français, c'est l'objet par lui-même et donc la peinture moderne, la peinture pour la peinture. Là, on a encore quelque chose qui signifie soit cette réflexion sur le temps qui passe et sur la sobriété qu'il faut avoir, soit la gourmandise. La tourte, quand même, elle a l'air bien. Là aussi, il faut peindre des tourtes. C'est quand même comme si vous peignez des quiches Lorraine, ça ressemble à rien. Hein. C'est très bon, mais c'est pas facile à dessiner du tout. Hein. Ça n'a pas de forme, en fait. D'ailleurs, c'est au cœur de cette question de la cuisine. Un objet à l'état naturel, poule qui bouge, poule morte, pas la même forme, poule plumée, pas la même forme, poule découpée, cuite, ressemble plus à rien. Et donc l'appétit, quand je vois une poule qui marche dans la rue, j'ai pas envie de la bouffer. Hein. Toute la transformation physique, chimique, parce qu'on croit que je blague à chaque fois, mais si vous regardez une quiche Lorraine, vous ne pouvez pas deviner comment ça a été fait. Si on ne vous a pas expliqué, même un œuf, hein, ça ne se voit pas qu'en cuisant, ça va devenir une autre. Toute cette transformation abstraite de la nourriture, elle est très difficile à suggérer. Et donc, cette gourmandise, on l'a vu chez Buckler dans la profusion chez le marchand, en fait. Et là, elle est plutôt dans un rapport intime de maison, d'apéro, de jambon, de pain, de gourmandise concrète, en fait, que le spectateur va pouvoir goûter ou qu'il a envie de goûter en le regardant. Vous remarquez aussi que la géométrie est très, très puissante, c'est-à-dire qu'on est tellement simplifié la façon de faire, c'est pour ça que s'il fallait organiser une grande expo EDA avec beaucoup d'œuvres, je vous assure, pour avoir été en Hollande exprès pour les voir, que c'est très pénible au bout d'un moment. Indigestion, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire c'est virtuose, c'est presque monochrome, il y a très très peu de couleurs, et c'est ça qui va faire la différence avec Peter Claes, que je voudrais montrer juste après. C'est très composé, vous voyez les obliques qui sont ici, qui vont se retrouver, vous voyez l'oblique de l'ombre, hop, elle est dans la nappe. L'oblique d'ici, hop, elle est en train de pendouiller sur le côté. L'oblique ici, hop, elle est dans l'assiette. On a une structure géométrique très forte. Quand on simplifie les motifs, quand on simplifie les couleurs, on est obligé d'avoir une structure de composition très puissante pour animer ce qui est devant nous. Sinon, en un bloc, en un instant, tu trouves tout. Ce qu'on va retrouver aussi chez Morandi au début du XXe siècle, qui va peindre que des bouteilles blanches et qui va les simplifier. Ce qui est intéressant là, c'est que sur la disparition du symbole, on voit très bien, l'objet commence à être vu pour sa matière, pour ses différences de matière. C'est là où il y a interaction entre ces choses. Pour la gourmandise et la fin de repas. Pour le prétexte aussi, parce que quand on compose une nature morte, vous voyez, il a essayé de mettre une tranche de citron, c'est pas foufou ça. Hein. Il faut dire que c'est quand même très très difficile déjà à couper, mais à peindre. Ce prétexte a forme en fait, puisque quand vous mangez un citron, il n'est pas joli comme ça, mais c'est quand même plus joli comme ça. Ce jeu de simplicité va obliger
Oui, le verre cassé encore, hein. La bascule des obliques permet d'avoir des diagonales qui jouent avec ces entrées dans la page, qui font des compositions en W ou en M, c'est-à-dire des objets hauts, groupés, des objets horizontaux, des objets en profondeur. Et ce qui est intéressant, c'est presque ces natures mortes qui m'ont fait insister auprès de Catherine et Audrey pour qu'on choisisse ce thème, c'est que c'est de la peinture, donc c'est assez difficile à expliquer historiquement. C'est pas très. Voilà, une fois qu'on a dit que c'était le XVIIe siècle, bon, c'est pas rien que cette profusion, ce rapport abondance, simplicité, il a une structure historique, mais c'est peinture, quoi. Et je viens à Peter Claes parce que il est avant, mais si je le dis rapidement, Peter Claes a beaucoup de succès dans les années 1630-1650, ça se vend beaucoup. Eda arrive juste après, il a le même âge. Mais on dit de Eda son nom est à rallonge, hein. Heda, c'est plus simple. On dit de Eda qu'il pique toutes les idées de composition à Peter Claes, mais ce qu'il y a de génial chez Peter Claes qui va m'amener chez Chardin, c'est que il y a de l'air en fait dedans. Je vous les montre, regardez. Eda, on a bien vu, hein, c'est figé, géométrique, très très beau, très simple. Et il y aurait quelque chose, je vais exagérer à peine, mais de Mondrian dans le fait de faire des choses posées à tel endroit avec le vide comme ça, le verre qui est derrière avec la ligne du liquide qui fait ressortir le truc, le plateau qui n'est pas au même niveau que l'autre plateau, tout est contrôlé au millimètre. Chez Peter Claes, il y a ça, mais c'est un peu plus doux, en fait, c'est un peu plus joyeux. Quand je dis il y a de l'air, oui, on a les mêmes objets, mais on dirait vraiment qu'il y a quelqu'un qui vient de manger. On dirait vraiment que quelque chose a été posé, c'est moins figé, c'est peut-être aussi plus virtuose dans les reflets, dans la façon dont les objets interagissent entre le liquide jaune qui est traversé par la lumière extérieure, se reflète spectaculairement dans l'ensemble, jusqu'à fabriquer des rythmes à l'intérieur des objets qui sont fous, quoi. On a le retour dans le plateau de cet objet qui est déjà lui-même en reflet. Et là, il y a point commun avec nos hyperréalistes. Chez Peter Claes, il y a quelque chose dans le genre nature morte qui s'invente au XVIIe siècle hollandais et dont Eda, Claes sont les héros. Il y a une touche plus libre. Il y a quelque chose, alors quand on dit moderne, ça ne veut rien dire, mais de moins figé, en tout cas de plus. Voilà, le pain est présent, il est de plus gourmand aussi. Il y a quelque chose de la virtuosité, mais on est un siècle après Buckler, on a quelque chose qui ressemble plus encore au goût du monde, en fait, à la différence des matériaux, parce que là, il en a mis vraiment beaucoup des matières différentes, hein. Du mat, du brillant, du poilu, du plumé, du embrioché, du tissu, des olives. Voilà. Il y a quelque chose de sensuel, en fait, qu'il n'y a pas autant chez Eda, et qui va être le point de révélation de Chardin, en fait. Chardin vient de cette... il est au XVIIIe siècle, on a là aussi... il a l'air associé à Coppel, encore Peter Claes. Là, on met ensemble une tortue, j'ose pas dire un violoncelle, je crois, et du pain et des petites friandises, et puis du vin, et puis un miroir. Voilà, tout ce jeu de vanité, hein, bien sûr, je n'ai pas prononcé le mot, mais ce temps qui passe, ces crânes qui sont présents, cette bougie, voilà, c'est aussi, on dit memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Les tableaux sont là pour le plaisir de regarder, le plaisir de posséder, le plaisir de réfléchir à cette vanité et le plaisir du tour de force de l'artiste. Mais dans cet intérêt pour les objets eux-mêmes, Chardin est la bascule, en fait. Facile à résumer. Je suis dans les temps, rassurez-vous.
les premières peintures de Chardin, les attributs des arts. Celui-là est attribué aussi, on n'est pas certain, mais je trouvais intéressant de montrer qu'il n'est pas que le peintre de nature morte et pas que le pastelliste qu'on connaît avec les portraits et les objets. Mais il est aussi dans une tradition de la peinture en Hollande, en Allemagne, en France au XVIIe siècle. Voilà, le relais par les arts, du politique par les arts est très puissant. En fait, on commande aux artistes des œuvres. Les États ou les royautés sont puissants pour les soutenir et comprennent à la suite de la Renaissance le levier qu'ils peuvent utiliser à faire ça. Celui-là est une petite merveille aussi, c'est le jeune dessinateur. Donc on est en 1733, mais ça pourrait être un petit truc impressionniste. Voilà, il y a chez Chardin une touche enlevée, un goût pour la matière, des petits formats et des choses qui sont un regard sur le monde qui vient de la peinture hollandaise, parce que j'ai montré avec Eda Peter Claes plutôt des artistes formalistes, mais on a chez Fabricius, chez Vermeer, quelques objets qui sont plus sensuels aussi, hein, évidemment. Mais chez Chardin, il y a quelque chose qui se passe qui est supérieur, c'est qu'il y a je dis gentillesse parce que c'est un mot qui est pas tant que ça employé sur les objets, mais qui montre notre commerce avec les choses, en fait. Les objets, ils peuvent être cruels, hein, parce qu'il suffit d'avoir un pied nu contre un pied de table pour comprendre que la réalité, c'est ce qui dit non, comme dirait Piaget. Voilà. Mais il y a aussi dans les objets, dans leur usure, dans l'histoire qu'ils ont, quelque chose qui parle des hommes qui les ont faits et des hommes qui les ont utilisés. Et donc chez Chardin, il y a quelque chose de l'intérêt pour le monde comme le XVIIe siècle hollandais, lui au XVIIIe, 1730, celui-là, quelque chose pour la vie quotidienne, modeste, pour les tâches qui se répètent, qui sont à la fois un foyer, un chat, une servante, des enfants, mais à la fois un jeu avec le temps qu'il y a dans toute cette peinture du XVIIe siècle et du XVIIIe, voilà, la bulle de savon éphémère et la répétition des tâches ménagères. On a dans la peinture de Chardin quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on vient de voir avant. C'est la même tradition de la nature morte comme genre. Voilà, des objets frontales, un bout de table, un fond uni, une sortie toujours, c'est un couteau d'habitude, mais une sortie d'objet qui donne de la profondeur, une lumière plutôt latérale gauche puisqu'on est droitier, qui fait une espèce de petit dégradé qu'on retrouve même chez des photographes encore au XXe siècle. Des objets de différentes sortes, mat, brillants, éphémères, durables, et puis une composition souvent avec des jeux de hauteur et des jeux de platitude qui sont réunis un peu par des obliques, parce que sinon ça arrange tout le monde. Il n'y a que Morandi qui s'intéresse à cette régularité. Voilà. Le Chardin, c'est aussi celui de la vie éphémère, qui est mignonne d'ailleurs, de la réflexion qui montre qu'on peut peler des pommes de terre et ça peut être très long à faire. Et que soit parce qu'elle est fatiguée, soit parce qu'elle rêvasse, cette feignasse, voilà, mais c'est ce moment-là, si je dis feignasse, c'est exprès, c'est que on ne doit pas tout le temps bosser, en fait, on peut aussi à un moment donné, temps suspendu, voilà, still life. On est dans une nature morte dans laquelle il y a des humains et dans le rapport qu'ont les humains aux objets, en fait. On est dans de la nourriture pas aussi gourmande que dans le off de la fabrication. On a le hachoir sur le billot et on a les casseroles et quelques reflets qui montrent que le feu n'est pas loin, que tout va être prêt bientôt. J'ai un doute, on dirait des oignons un peu. Voilà, chez Chardin, il y a les jeux de cartes, les jeux de raquettes, pardon, l'enfance. Et c'est un des premiers à s'intéresser à l'enfance en peinture. Hein. Et tout l'espèce de chagrin qu'il a, vous voyez, elle tient son chapeau, il a l'air de bouder ou peut-être il s'est fait un peu gronder, mais il y a quelque chose de charmant qui n'existait pas dans le rapport aux objets les siècles d'avant. Il y a une vraie bascule qui fait qu'il y a une tendresse qui va devenir au XVIIIe siècle de la mièvrerie. J'y vais un peu fort, mais les bons sentiments en art, c'est redoutable. Je me méfie comme de la peste.
Et si vous m'entendez dire du mal de plein de gens, c'est souvent sur ce sujet-là. C'est Jouvet qui dit ça aussi. Les bons sentiments, ça ne fait pas des bons films, ça se saurait. Et il ne suffit pas de faire des efforts pour faire des chefs-d'œuvre, évidemment. Mais il y a, dans cet équilibre qui est trouvé, une merveille de Chardin, du temps suspendu dans la tâche quotidienne. Là, je suis sorti de l'alimentation, j'y reviens tout de suite. On s'arrête de travailler un instant, on regarde ce que fait un enfant, on partage du temps, le chien nous regarde et quelque chose de quiet se met devant nous et qui fait que la peinture du 18e de Chardin, quand elle est achetée, elle circule beaucoup, elle est très appréciée. Elle est, par Proust après, hein, elle est une façon là aussi de regarder le monde, mais il y a une différence un siècle après les Hollandais dans le sentiment que ça doit procurer chez le spectateur. Voilà, j'aime bien ça parce que je découvrais que les Anglais disent « prayer before meal » alors que nous on dit « bénédicité ». Et ça veut dire qu'on a un mot que les Anglais emploient aussi, mais un mot qui dit un fait de la vie de tous les jours. Je rappelle, parce que cette blague fonctionne bien quand même, moi aussi à la maison, on priait avant de manger, il faut dire que maman cuisinait très mal. Voilà, il y a quelque chose du rituel qui est peu montré en art et que la religion a récupéré en fait. Pas récupéré dans le mauvais sens du terme, elle a donné aussi une espèce de magie au miracle de manger, d'être nourri et de le partager. Et on peut être païen, laïque et le faire en ouvrant une bonne bouteille de pinard, mais il y a dans le souci de l'objet une façon d'attirer l'attention qui va faire que l'art se penche sur ça. Donc on a dans les premiers Chardins des choses qui ressemblent à la peinture hollandaise, avec aussi, j'en ai pas montré, mais de l'espièglerie. J'ai montré un peu les Buckler avec des gens qui font les gamins ou les idiots. On avait des Ostade, des Van Ostade où on voit des scènes un peu de Brouwer qui fait des scènes de beuverie avec des bouteilles de bière par terre, les mecs sont pas frais. Voilà. La nourriture montrée au XVIIe siècle, je dis, est toujours dans une morale de posséder et puis pas trop posséder non plus. Et donc le jeu des chats avec la nourriture qui viennent voler, il y en a beaucoup en Hollande aussi. Donc le prétexte de ces belles pièces de peinture qui montrent l'aliment, la gourmandise va avec, en fait, avec toute l'ambiguïté du terme. C'est un péché mineur, mais c'en est un quand même. Le chat est celui qui incarne, celui qui vient voler, en fait, celui qui fout le bordel dans un monde bien rangé, comme il devrait être. C'est l'enfant aussi, quelquefois, et l'animal. Et il faut quand même absolument qu'on lise ce passage de Diderot qui voit... c'est 1728, l'arrêt de Chardin, il la voit en 63, et il dit que c'est un chef-d'œuvre que tout jeune peintre devrait copier. Après que mon enfant aurait copié et recopié ce morceau, donc Diderot, là il parle du bocal d'olive que je ne vous montre pas, mais ça veut dire aussi que c'est exemplaire. On va pouvoir... la nature morte est devenue un genre en soi remarquable. Enfin, c'est pas fait quand il le dit, mais Diderot, qui est un intellectuel et qui écrit pour la première fois sur les salons, qui va écrire, on va dire, à la première personne pour partager un sentiment sur quelque chose, dit « Ok, ça a une valeur beaucoup plus grande qu'on ne peut l'imaginer. » En quoi? L'objet est dégoûtant, mais c'est la chair même du poisson, c'est sa peau, c'est son sang. L'aspect même de la chose n'affecterait pas autrement. Voilà, je suis trompé par l'image qui a l'air d'être la vraie chose. Monsieur Pierre, regardez bien ce morceau. Quand vous irez à l'académie, apprenez, si vous pouvez, le secret de sauver par le talent le dégoût de certaines natures. C'est-à-dire qu'en plus, la peinture va, entre guillemets, nous réconcilier avec la réalité. C'est dégueulasse un peu quelquefois ce qu'on voit, ce qu'on va manger. Et là, vous allez retrouver Dali dans pas longtemps. Voilà, tout ce qui est mou, tout ce qui est gluant, tout ce qui est répugnant, on ne peut pas le peindre. Il fallait déjà qu'on s'intéresse au monde des choses et que par la symbolique, petit à petit, on les valorise et qu'en se séparant de cette symbolique, petit à petit, on regarde les choses. Ce n'est pas pour peindre des œufs qui pendent gluants. C'est là où le XXe siècle va se détacher complètement de ce symbolique, va en ressortir. On n'entend rien de cette magie, ajoute Diderot. Ce sont des couches épaisses de couleurs appliquées les unes sur les autres et dont l'effet transpire de dessous en dessus.
D'autres fois, on dirait que c'est une vapeur qu'on a soufflée sur la toile. Ailleurs, une écume légère qu'on y a jetée. Voilà, toute la variété des écritures. C'est en tant que peinture que Diderot aime cette œuvre. Rubens, Berghem, Greuze, Loutherbourg nous vous expliquerait se faire bien mieux que moi. Tous en feront sentir l'effet à vos yeux. Voilà. L'art moderne, c'est la fabrication d'un effet sur le spectateur. Et là, on pourrait, la phrase qui suit que vous avez lue, ça pourrait être du Pollock, ça pourrait être sur du Barnett Newman. Approchez-vous, tout se brouille, s'aplatit, disparaît. Éloignez-vous, tout se recrée et se reproduit. On a un art plastique, c'est-à-dire la plasticité, la matière même de ce qui est fait, compte dans le. On m'a dit que Greuze, qui fait plutôt des scènes de personnages, montant au salon et apercevant le morceau de Chardin que je viens de décrire, le regarda et passant en poussant un profond soupir. Cet éloge est plus court et vaut mieux que le mien. Le style à la française, toujours là. Emballé, les gars. Je vous lirai ce passage de Proust après, et si j'ai pas le temps, vous le lirez sur Wikipédia. C'est à propos de cette raie. J'en profite pour vous montrer aussi, et beaucoup, le talent de Chardin, qui montre à la fois cette vie qui passe, les animaux morts, le fruit cueilli, l'oiseau piégé. On est à Francfort, là, 45-39, hein, c'est des petites choses. 45-39, vous voyez un 21-29, bon, c'est le double. La sobriété de cette structure que j'ai dit abstraite, hein, une bande de tables, une bande d'objets, une bande de fond. Ce savoir-faire des brillances, de la peau redoutable des pêches, c'est quand même, là aussi, c'est pas fastoche, dans un fond noir qui fait ressortir davantage les objets, qui les fait ressortir dans le creux, mais qui fait ressortir aussi la matière de la peinture, en fait. 1760. Et une espèce de douceur. Alors, tous les codes dont j'ai parlé, hein, le couteau qui entre dans la page, toute la brillance des matières et toute l'astuce de mettre pas les vins au même niveau, ça fait une espèce de lien qui, hop, ça se compose une nature morte, c'est même l'intérêt de composer ça. Au-dessus, en dessous, hop, ça fait un escalier qui descend, hop, ça descend comme ça. Les structures sous-jacentes géométriques, elles sont très fortes, en fait, même quand on fait simple, on met deux blocs côte-côte, mais les os vont pas être dans le même sens. Un comme ça, un comme ça, un comme ça qui dépasse, et hop, un qui fait un lien vers l'extérieur. La structure est très horizontale, mais si on cherche les diagonales, on en trouvera des puissantes. Hop, une oblique là, qui se retrouve pile dans le manche. Vous croyez qu'il ne fait pas exprès, vous rigolez ou quoi? Et hop, dans le manche ici. Des obliques, hop, encore une, dans l'ombre qui se retrouve dans le prolongement. Hop, encore une, dans la sortie vers l'extérieur, puisqu'on a des images qui sont très petites, qui sont très carrées, très centrées. Et comme vous voulez simplifier, comme vous avez même peu de couleurs, il faut par les objets animer, en fait. Il faut que ça ait l'air stable, mort. Et c'est au XVIIe siècle que va se développer ce mot nature morte que veut supprimer Bertrand d'Orléac. Mais il faut justement que ça remue par la composition visuellement, sinon c'est très, très difficile. Vous voyez, la brioche, qui est quand même l'objet le plus ingrat à peindre, en concours avec les huîtres, il me semble, la composition un peu oblique. La table n'est pas tout à fait parallèle au bord. Là, le petit biscuit ressort plus discrètement qu'un couteau, faire sortir son copain biscuit par-dessus. Donc, on est. Heureusement qu'il y en a un de profil, parce que sinon, les deux trucs-là, on ne voit pas ce que c'est. On pourrait penser que c'est un morceau de brioche ou un morceau de bois. Mais cet équilibre doux avec l'ombre suffit à donner la fragilité de l'objet. Et puis, l'ensemble qui est en rang ici, toc, 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 est oblique aussi. Accentué par ce levier. On dirait que le biscuit fait levier avec l'assiette pour la soulever. Elle penche d'un côté, pas de l'autre, qui accompagne, qui casse un peu cette horizontalité. Et même dans les derniers que je vous montre là, quand Chardin fait très, très, très sobre, on a des éléments de lumière. Alors, les reproductions, c'est quand même pas foufou, hein. Il y en a pas mal au Louvre. Et sur le site du Louvre, on peut zoomer beaucoup plus facilement. On ne peut pas les capturer. C'est pour ça que je ne peux pas vous les montrer. Voilà, une touche de rouge dans le bas, une touche de rouge dans le reflet du vert,
va suffire si on suit les rouges. Vous voyez, quelques reflets ici dans le rouge, dans le bas ici. On se balade là, il y en a plus fort là. Un petit bout là. Et notre rouge est passé de la gauche vers la droite. Si on regarde les verticales, elles sortent en fait. Tac, 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 tac. Avec vraiment presque rien. Et avec une douceur incroyable de. Vous voyez, comment je peux choisir moi. C'est la merde. Il faut aller le voir en vrai. Parce que la matière joue, on a un fond assez peu rempli en fait, qui est plutôt brossé. La simplicité de l'amour, si on peut dire ça comme ça, des objets, de la lumière, de la peinture et de son art, sort les aliments du symbole religieux ou du symbole moral. Ça y est, c'est passé. C'est mon histoire du jour. On n'est pas d'intérêt pour les objets, intérêt pour la peinture ou objet qui est prétexte à peinture. J'aurais pas l'occasion de le montrer aujourd'hui, mais c'est ce qui fait que les cubistes qui font des recherches formelles font beaucoup de nature morte. C'est entre guillemets l'objet le plus neutre, en fait, le sujet le plus neutre en objet. C'est-à-dire qu'il y a, je l'ai dit, peu d'investissement de l'histoire de l'art. Si vous faites un nu, il y a quand même beaucoup de gens derrière vous qui ont fait avant. Si vous faites une biscotte, ça va mieux. Si vous faites une pomme, on le verra la semaine prochaine avec Cézanne, voilà, c'est son slogan qui me sert de sous-titre à la conférence. Étonner le monde avec une pomme. C'est ça le tour de force de Cézanne. Voilà, avec un nu, ok. Bon, ça c'est pour rigoler. Cézanne était plus fort à peindre des pommes que des nus. Mais comment faire avec l'impressionniste quelque chose de l'art des musées, de puissant. Ce non-investissement dans les objets, j'ai essayé d'expliquer pourquoi, mais il va être l'occasion pour les artistes de se mesurer, en fait, et de chercher formellement. Comme il est moins investi, il va être l'occasion de fouiner. Et il y a chez les cubistes, chez Chirico, une façon de jouer avec les objets formellement. En fait. Ça, c'était juste pour montrer que Chardin était aussi un immense pastelliste et que ce rapport intuitif, intime, va avec la craie du pastel, avec la rapidité du savoir-faire. On dirait une vieille grand-mère, parce qu'il se protège, ça fait de la poussière. Des merveilleux Chardin aux Beaux-Arts d'Orléans, au musée d'Orléans. Mon dernier morceau, c'est facile. J'aurai fini bien avant 30, rassurez-vous, la soupe sera chaude. Je vais sauter par-dessus le 19e siècle, mais j'ai parlé des truites de Courbet, qui est un monsieur qui aime la nature, qui vient du Lison. Ah, j'ai un doute. Pas grave. J'ai peur de dire une bêtise, j'allais dire Jura. Doux, oui. Montrer la chasse, voilà, qui est toute une tradition de l'histoire des natures mortes aussi, des victuailles d'après-chasse, mais qui, et d'ailleurs, on ne reconnaît pas du tout un Courbet, il était montré à l'exposition du Grand Palais. C'était assez kitsch, assez surjoué. On a ici un Courbet 1866 qui, en s'intéressant à la réalité et à des objets de la nature peu vus, devient presque pré-impressionniste avec l'intérêt pour le matériau, la touche de couleur, des natures mortes qui sont intégrées à des paysages, mais où la puissance de matière joue aussi avec une espèce de cruauté qui va avec la chasse, mais qui va aussi avec le rapport paysan direct avec la nature. Voilà, puisque c'est cet après-dîner à Ornans qui fait connaître Courbet en 1849. Voilà, on écoute un peu de musique entre copains. On a l'air de s'emmerder un peu, mais le repas est terminé. Le repas est après, enfin avant, et donc il est pas le sujet de la peinture, mais il est le prétexte à faire comprendre la scène. Et même quand Courbet peint des animaux, de la nourriture, il rajoute, parce que Courbet est un mégalo qui construit une image, mais c'est ça aussi le personnage de Courbet, à la façon de Dali, c'est leur personnage compte autant que leur peinture. Voilà, il va ajouter, en montrant cette truite agrippée, sanguinolente, qu'il a peint, ce qui est faux, quand il était emprisonné à Sainte-Pélagie. C'est-à-dire, il a peint avant, mais il va rajouter, c'est écrit en bas, il a peint en prison, pour montrer que le gros poisson accroché
c'est lui qui sera obligé, suite à la Commune, de partir en exil quand même, c'est pas pour de faux. Mis en scène. Voilà, la peinture de Courbet, elle a une espèce de générosité qui est dans la suite de Chardin, du goût de la pâte et du goût de la lumière, de la matière lumineuse. C'est mon aparté 19e siècle et je me disais même que en regardant le petit monsieur Manet dont j'ai parlé, elle est dans le déjeuner sur l'herbe, la nourriture aussi un clin d'œil, pas à Chardin directement, mais c'est comme Ingres met une petite nature morte, Manet met une nature morte, alors qu'en fait, c'est pas un pique-nique vraiment, c'est une séance de pause avec des personnages, c'est une composition, mais dans l'histoire de l'art est arrivé par les genres nature morte et par Chardin un intérêt pour mettre des objets qui font une situation. Voilà. Et donc la présence des objets chez Manet, c'est aussi un clin d'œil à l'histoire de l'art. C'est ça ce que je voulais dire, qui fait qu'il y a un livre, en effet, Les natures mortes de Manet, qui ne sont pas un genre en soi. Je finis. J'entre dans le XXe siècle. Vous connaissez peut-être Morandi, qui va toute sa vie, on est entre les années 20 et 1950, peindre la même chose. Alors, je triche un peu parce qu'on est dans nature morte, en effet, mais il n'y a pas beaucoup de bouffe, parce que cette sobriété que j'associais au protestantisme hollandais, elle pourrait être celle de Morandi, c'est-à-dire quasiment toujours les mêmes objets, de face, toujours ces systèmes de bandes que Morandi va utiliser pour rendre abstrait l'ensemble, en fait, en travaillant blanc sur blanc sur blanc. Les objets sont choisis, on les a retrouvés de tableau en tableau et dans son atelier. Et ils sont une façon de questionner ce quotidien de Morandi pour être mis à côté de Giacometti. En fait, c'est une espèce de vanité du temps qui passe et de la difficulté de peindre, de l'impossibilité de peindre au XXe siècle suite à l'arrivée de la photo, de la destruction de l'image par les cubistes, par les futuristes, par l'abstraction elle-même. Une façon, par la figure, par les objets, d'expérimenter, en fait. C'est là où les choses sont, puisqu'elles créent des relations, sont une façon pour l'artiste de travailler à ça. Ça a beaucoup intéressé Heidegger, ça, ce rapport aux choses, puisque c'est au cœur de la phénoménologie qui s'invente en même temps. Hein, c'est Husserl et Heidegger, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une chose, qu'est-ce que c'est un objet, qu'est-ce que c'est que regarder une chose. Comme Madame Chen me demande tout le temps comment je peux résumer la phénoménologie en 2 phrases, ben, je ne le ferai toujours pas. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai parvenu un peu, mais Phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, L'œil et l'esprit de Merleau-Ponty, c'est un tout petit livre où il parle de peinture et qu'est-ce que c'est que regarder, qu'est-ce que c'est que commencer une peinture, qu'est-ce que c'est que montrer le réel. Morandi est à la fois virtuose du rien, et en plus, pour ceux qui font de la peinture, vous voyez, un truc, normalement, ça ne se fait pas, il met tout le monde à la même hauteur. Peu de couleur, peu de profondeur, puisque toutes les choses sont frontales, beaucoup d'abstraction, donc. Et la difficulté de peindre dans ce presque rien, celle-là est presque un peu enjouée, presque. Une sortie sur le côté, des jeux d'empattement, vous le voyez bien là. Des presque tons sur tons qui font de la subtilité, qui fait que quand on commence à regarder cette peinture, les objets deviennent le prétexte à découvrir la peinture elle-même. Et c'est pour ça que ma conclusion avec les surréalistes juste après, puisque là, on a quelque chose qui n'est pas surréaliste, mais qui pourrait être une façon de regarder autrement le monde qui nous entoure. L'objet ayant perdu de son sens symbolique, il redevient un objet, mais qui va être l'occasion de questionner l'art, l'artiste et son savoir-faire, et le sujet, en fait. Puisque l'abstraction est arrivée, on a perdu l'objet. C'est drôle comme le français passe de sujet à objet. On peut être le sujet d'un tableau en étant un objet. C'est pas sans fin. Celui qui me semble le plus à même de pouvoir nous faire comprendre ça, c'est Francis Ponge, qui va vraiment transformer la poésie avec ses séries de poèmes sur des objets, avec, je ne devrais pas expliquer avant, en fait, des sujets, un cajot, du pain, j'en ai pris plusieurs. J'ai pas pris La Mure, qui est à mon avis un de ses chefs-d'œuvre.
En gros, la poésie, à l'endroit où on ne s'y attend pas, sur des choses de la vie simple, à la façon de Morandi, c'est pour ça que j'ai fait ce rapprochement. On peut commencer par le pain, voilà, la surface du pain. Vous voyez comme le poème ne ressemble pas formellement à un poème, il y a quelque chose d'une simplicité accessible. 42, le parti pris des choses. Ça va avoir un impact sur l'art et sur la littérature incroyable. La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes. Ainsi donc, une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où durcissant, elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses. C'est très visuel. Hein. Et tous ces plans dès lors, si nettement articulés, ces dalles minces, où la lumière avec application couche ses feux, sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente. Et toi qui vois ce qui est du pain, tu commences à entrer dans le pain. Comme dirait Michaud, qui est aussi génial que lui, j'ai posé la pomme sur la table, je suis devenu une pomme, c'est merveilleux. C'est ce qu'il faut faire quand vous en avez un peu plein le dos. Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie a son tissu pareil à celui des éponges. Feuilles ou fleurs, ils sont comme des sœurs siamoises soudées par toutes les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit ses fleurs fanes et se rétrécissent, elles se détachent alors les unes des autres et la masse en devient friable. Mais brisons-la, car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation. Un sens de la chute, merveilleux. Et aussi, juste avant, dans le paragraphe, je ne vais pas tout commenter tout le temps, cette idée que le pain est mou et que juste après, il sera bientôt endurcissant un morceau séparé. L'huître de la grosseur d'un galet moyen est d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. C'est un monde opiniâtrement clos. Et bien, rien que cette phrase-là, ça pourrait nous faire notre week-end. Quand même. Penser qu'une huître est un monde opiniâtrement clos. Déjà, il faut essayer de les ouvrir et de se fendre la main pour savoir que c'est vrai. Mais en plus, un monde. Et c'est les penseurs du XXe siècle sur les animaux qui parlent de monde animaux. C'est Uxul. Dans le fait que on n'a plus un rapport aux animaux comme des objets, mais dans un rapport de connivence, je le disais au début, qui font qu'ils ont un monde. Pourtant, on peut l'ouvrir. Il faut alors la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché et peu franc, s'y reprendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles, c'est un travail grossier. Les coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de rond blanc, d'une sorte de halo. À l'intérieur, l'on trouve tout un monde à boire et à manger. Sous un firmament, à proprement parler, de nacre, les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous, pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et verdâtre qui flue et reflue à l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords. Parfois, très rare, une formule perle à leur gosier de nacre, d'où l'on trouve aussitôt à s'orner. Quelle efficacité langagière. Quelle force de simplicité et quelle façon, c'est là où je veux en venir avant d'aller sur Dali, de rendre magique et merveilleux des objets bêtes, simples, qui avaient perdu de cette symbolique. Comment, entre guillemets, de façon païenne, réenchanter les objets. Alors, je voulais vous faire sourire en faisant le concours de... Vous voyez la douceur, entre guillemets, de ce genre de poésie. C'est des poèmes simples. C'est une très bonne façon de lire de la poésie si on n'aime pas ça. Même de mettre des morceaux de papier avec des phrases accrochées sur le mur. C'est comme ça qu'on vit avec. Mais je voulais faire le concours, vu la simplicité. Vous voyez que les œuvres complètes sont assez sobres, mais en cherchant des images de Ponge, je voulais faire le concours des pochettes de livres les plus horribles montrant Ponge. C'est quand même... S'il y a bien... Oui, il parle d'un œuf. Une photo aurait suffi, quoi qu'elle est un peu trop présente, en fait. Quelle est l'espèce de couillon de graphiste qui a eu l'idée de mettre une flèche? C'est super pas flèche, Ponge. Ça n'a rien à voir, ce que je viens de vous lire. Ça n'a rien à voir de cette dynamique. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça va pas mieux. Parti pris des choses avec un petit bonhomme assis qui lit. Et ça va pas mieux avec une espèce de balai peint à la Dubuffet qui réenchante les objets. C'est pas faux, mais il y a une espèce de simplicité, en fait, dans le travail de Ponge qui est
un peu orientale. Alors, pour rigoler, c'est pas long. Les surréalistes vont réinvestir les objets, mais parce que tout le boulot d'histoire de l'art a été fait. On leur a retiré leur portée symbolique, ils vont redevenir actifs, acteurs. Voilà, poisson soluble, on peut prendre le poisson et puis associer à un adjectif qui n'a rien à voir, il va devenir un autre objet. La définition qu'en donne Breton, voilà, des étudiants me demandaient la différence avec le dadaïsme. Le dadaïsme, ça rigole, ça fout le bordel et ça ne cherche pas à être littéraire. Le surréalisme finit par écrire un mode d'emploi et un manifeste. C'est plus formel, en fait. C'est parce qu'ils me demandaient la différence entre absurde et surréaliste, en fait. Le surréaliste peut être un peu absurde, mais l'absurde, c'est pas surréaliste. Il peut ne rien vouloir dire que juste rigoler. Le surréalisme est formel aussi. Et il a ce défaut, entre guillemets. Des poèmes à partir d'objets par André Breton. Voilà, il va prendre des objets qu'il a collectés, qu'il colle et qui sont des poèmes-objets. C'est-à-dire il faut les lire, on pourrait dire ça comme ça, comme un mot, comme une association de choses qui parlent. Et puis un petit résumé de ce qu'est le rapport aux objets. Et avec Dali, on va le voir, aucun désir n'est coupable, il y a faute dans leur refoulement, puisque il y a quand même une chose qui est sous-jacente dans toute notre histoire de l'année, et particulièrement aujourd'hui, c'est abondance, désir, possession, sexualité, et bientôt, grâce à Dali, gluant, repoussant, puisque Catherine Millet m'a aidé à le voir, mais il y a aussi du caca, du gluant, du dégueulasse chez Dali, et il se gratte pas pour le faire. C'est aussi pour ça qu'il va être chassé. Il n'est pas commode, il est brillant, virtuose, prétentieux, et Breton dit qu'il est avide à dollars, mais il est aussi scato, et le surréalisme se veut un peu plus littéraire. Voilà, je me disais ça en cherchant les images d'objets dans le surréalisme. Chez Man Ray, ce jeu de photogrammes où les objets sont placés directement sans utiliser d'appareil photo, ils sont posés directement sur la plaque ou sur le papier. On en voit en un seul et grâce à ça, on fait à la fois du hasard, à la fois une photo sans appareil photo, à la fois de l'abstraction, ce que va faire Molinagui après Man Ray au Bauhaus. Mais le titre, c'est Chant délicieux. Donc il y a toujours quelque chose du lexique de gourmandise, en fait, qu'il y a de façon très élégante dans ce qu'a fait Ponge, en fait, de regarder un objet comme rien, et puis petit à petit d'avoir un rapport qui se fabrique à, voilà, brisons la croûte et mangeons. Voilà, chez Magritte, l'objet est devenu un symbole, un nouveau, et il joue de ce symbole. Hop, c'est reparti en un sens, mais le symbole est annulé. Voilà, l'eau devrait couler sur le parapluie, mais elle est retenue par un verre, et Magritte réunit ses amis pour chercher des titres, puisque un des jeux de l'art moderne est le décalage titre-image pour que le spectateur s'en amuse, les vacances de Hegel. Le revoilà venu. Voilà, ça aussi, ça intéresse beaucoup Heidegger, les souliers de Van Gogh et ceux de Magritte. Les objets deviennent motifs à transformation, à mystère. Et quand on prend la pomme qui est derrière moi et devant vous maintenant, elle est, je vais vous montrer plusieurs Magritte à pommes. Le symbole flotte. C'est-à-dire que la pomme peut être, allez, on va faire des hypothèses, une lune, un soleil, une farandole marrante, je ne sais plus. Autre chose qu'une pomme parce qu'elle est coloriée, on dirait un jeu. Pas au bon endroit, mais peut-être plus importante que le visage du personnage. Le titre ne va pas m'aider, la chambre d'écoute. La pomme, c'est l'objet absolu en fait. Reconnaissable facilement, facile à peindre, facile à interroger et facile comme symbole en fait. Voilà, il est redevenu un symbole mais libre. Je vous disais que le lion peut signifier quelque chose pour tel pays et pour telle autre personne. Et chez Magritte, le symbole flotte en fait. Dans mes œuvres, un sentiment de certitude que nous appartenons à un univers énigmatique. Voilà, remettre sur les pommes du symbole, mais de quelque chose.
pomme en pierre, pomme en table. Et puis, là, ça va plus loin quand même. Magritte peint un morceau de fromage. Il le met sous une vraie cloche. Ceci est un morceau de fromage à la gouache. Puis, il peint le tableau où il y a le morceau de fromage et la cloche en peinture. Où s'arrêtera-t-il? Tout est image, 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 mais c'est aussi à la fois le jeu, le morceau de fromage dans la cloche à fromage, le tableau qui a la taille du morceau de fromage, l'odeur du fromage, parce que dès comme ça, on sait très bien, on est français, on sait très bien ce que ça va donner. Et donc une cloche, c'est raisonnable aussi. Mais un jeu avec l'essence, avec le fait que tout ça n'est pas possible, en fait, que tout ça est faux. Voilà. Ce qui me faisait montrer sur les séances d'art contemporain que l'art conceptuel et Magritte ont à voir, en fait. Et qu'un artiste conceptuel comme Marcel Brothers s'intéresse, belge, à ça. Voilà, il y a des trucs qui se mangent. Mais ce n'est pas le bon nom. Un petit clin d'œil et un crochet par la merveilleuse Meret Oppenheim, puisque les objets vont être reconvoqués, retravaillés, retransformés dans le rapport qu'ils ont avec nous. Voilà, ma gouvernante, c'est quand même une œuvre qui va très loin. Des souliers de femmes, des petits manchons qui vont d'habitude sur des gigots, sur un plat, donc on va les manger. Ligoter habituellement quand la viande est farcie. Mais si je ligote une dame ou ses chaussures, on a basculé sur autre chose que farcie. Et on a une femme qui est devenue un objet, puisqu'elle est présentée sur un plat. Et en même temps, c'est ma gouvernante, c'est-à-dire j'en fais ce que j'en veux. Voilà, tout un jeu avec les objets et avec le sens qui fait que le spectateur va bien s'amuser à essayer de comprendre ce que raconte Meret Oppenheim. Et le fait qu'elle soit femme compte dans cette histoire d'image de femme. Voilà, des livres, un intérêt pour les matières et pour les matériaux. Des jeux avec l'animalité aussi. Et dans la fourrure, il y a ça. Dans ce petit dessin qui fait miroir, visage et pattes de cervidés. Dans le fait que les gants entrent dans le vide du livre. Voilà, l'objet est une façon de questionner notre rapport au monde. On a vu finalement que c'est notre premier rapport au monde et que c'est pour ça qu'il a un sens aussi fort et qu'il a été oublié longtemps, mais quand il est retransformé, quand il est annulé aussi, quand il ne marche pas, il est une façon de questionner notre rapport au monde. J'avais dit que je finirais avant 30, il est 28. J'avais dit que je finirais avant. Je vais aller vite alors. J'ai déjà pas mal causé de Dali, il y a une conférence en ligne. Quand Dali annonce à son père qu'il se marie avec Gala, qui a été marié, son père le vire. Qu'est-ce qu'il fait? Il se coupe les cheveux comme on se couvre la tête de cendre. Il y a un portrait par Buñuel de Dali avec le crâne rasé. En fait, dit-il, je fis mieux, je me rasai la tête, j'enterrai ma chevelure sacrifiée avec les coquilles vides des oursins mangés à midi. Je montais sur une des collines de Cadaqués, d'où l'on dominait tout le village, et je passais là 2 longues heures à contempler le panorama de mon enfance, de mon adolescence et de ma maturité. Je montre ça parce que chez Dali, il ne s'agit pas seulement de faire du gluant et du pourri pour provoquer, il y a quelque chose de très terrestre, très terrien, qui vient aussi de ses origines liées aux paysans, aux marins. Voilà, on a l'âne pourri, préfiguration d'une séquence du chien andalou. C'est à la fois un tableau qui va donner la piste. Il y a beaucoup de pourrissement, beaucoup d'animaux dans le film fait avec Buñuel. Il y a des fourmis, il y a donc des matières molles, des œufs, des transformations du monde, en fait, du pourrissement. L'énigme du désir, mais c'est aussi ma mère. Voilà, une sorte de transformation d'objets qui sont gluants, mais qui vont avec la petite histoire en question, c'est-à-dire de superstitions liées à des symboles païens, en fait, d'avant la religion, qui est quand même un des grands sujets de Dali, ce qui fait que
toutes les choses sont molles et vous savez à la fois que bon, alors sur mou et sexuel, c'est facile à comprendre, mais sur les objets eux-mêmes, ils ne sont pas là pour être mous, hein, ils sont là pour être résistants et efficaces, donc la montre ne doit pas être molle, même si pour faire du surréalisme à 2 balles, le temps qui passe, qui fuit, fait que c'est mou. Voilà, bon, ça fait une bonne disserte de collège, mais c'est pas ça qui est seulement interrogé, c'est que construction molle avec haricots bouillis, il y a cette idée de cuisson, de disparition, de pourrissement. Voilà, les tiroirs s'ouvrent sur les relents d'une horrible cuisine, la guerre. Et c'est assez drôle, j'en parlerai dans la séance de philo sur la nourriture jeudi prochain, c'est que il y a les quelques philosophes qui sont contre les carnivores parlent du rapport de tuer l'animal à la guerre, même chez Plutarque, et c'est pourtant très ancien. Là, si on commence à tuer un animal, c'est un autre humain qu'on tue rapidement. Voilà. Mais dans la cuisine, il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on n'avait pas vu dans tout ce que je vous ai montré, qu'on verra très très peu dans l'art. Et dans ce pourrissement, voilà, la senteur puissante de la sueur des foules forniquant entre elles avec la mort, une odeur de chair de curé brûlé, c'est quand même, je veux dire, c'est de la littérature forte, hein, c'est pas rien. Et puis même la tension géométrique et la pression qu'il y a dedans. Qu'est-ce que foutent là des haricots bouillis? Ils sont aussi le, la déliquescence des formes en fait et de la société. Voilà, l'autoportrait de Dali est mou, mais en plus il y a une tranche de bacon à côté. Voilà, ce qu'il dit, c'est je cherche à peindre uniquement l'extérieur, l'enveloppe, le gant de moi-même, un gant comestible, parce qu'il y a chez Dali beaucoup de rapports à la nourriture. Vous pouvez retrouver sur Internet, je ne le montre pas là, un autoportrait mou filmé par Jean-Christophe Averty. Le portrait de Picasso montre toujours des choses qui se déglutissent, qui s'ingurgitent. Là, il ne s'agit pas que de pourrissement, de fourmillement et de ramollissement. Il y a aussi ce que dit Dali, parce qu'il se fait virer aussi pour ça. Voilà. En 1934, les critiques distinguent le surréalisme avant et après Dali. Voilà. C'est la vedette. Pourquoi? Le mou, le déliquescent, le gluant, le biologique, la putréfaction, c'est Dali. Voilà. Un objet médiéval imprévu, c'est Dali. C'est aussi quelque chose qui va chercher avant l'époque chrétienne de cette symbolisation. Un film impossible, du pain, voilà, du gluant. Je n'ai pas pu identifier ce qui tient. Des œufs frits qui ont l'air de goûter. Des œufs frits suspendus. Ils se donnent du mal, hein, c'est quand même pas commode à faire. Qui sont pas loin d'être les natures mortes de Heda, qui sont un jeu de virtuosité. Là. Il est moins fort, je trouve, hein, mais dans l'impossibilité de réunir l'ensemble et ce qui va vous permettre d'aller déjeuner. La beauté sera comestible ou ne sera pas. On verra avec M. Cézanne la semaine prochaine comment on peut épater le monde avec une pomme. À bientôt.